taxonomie, photo spécimen échantillon génétique, etc. Ça puisse être recommandé dans les standards. Et créer un fonds de soutien à la taxonomie pour accélérer les équipes de personnes, auquel notamment il y a ça marche pas. T'as des nouvelles là? Il est connecté. Ah, il est connecté. Ouais. Ah, tu sais qui C'est ça que j'allais voir. ouais. Est-ce que je ferai vraiment la pause après? On peut commencer la session si vous voulez. Ok. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est donc au congrès de l'UICN à Marseille avec quelques personnes qui nous ont rejoints dans la salle ici et puis sans doute des participants à distance qui nous écoutent. Donc on va essayer de mener ce format hybride de façon efficace. Et je vais commencer par demander aux différents panélistes de se présenter. Alors on va peut-être se donner la priorité à ceux qui sont avec nous physiquement. Claude-Henri, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Claude-Henri Chénaud, je suis responsable environnement à Total Energy dans la branche exploration-production. Et merci Fabien de m'avoir invité à ce tour de table, à cette session IUCN, où je vais vous présenter mon travail de terrain avec des taxonomistes lors d'un projet que je vais vous détailler un peu plus tard. Bonjour, Christian Lemaître. Alors, je suis expert environnement et social chez Proparco. Proparco, c'est une filiale de l'AFD, de l'Agence française de développement. Proparco, c'est la filiale dédiée au secteur privé. Voilà. Bonjour, Frédéric Melki, je suis fondateur et président de la société Biotope, qui est une des plus importantes sociétés d'ingénierie de la biodiversité en Europe. Et je suis également président de la Fondation Biotope. Merci. Et on a la chance d'avoir deux panélistes qui sont en ligne avec nous. Donc j'aimerais bien leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter rapidement. Ok. Bonjour à tous. Je suis Clara Melot de la Société zoologique de Londres, où je travaille en tant que consultante en matière de finance durable. Bonjour tout le monde, je suis Pete Laurie, directeur du programme Afrique et Madagascar au Missouri Botanical Garden. Je suis actuellement aux États-Unis, mais la plupart du temps, je suis détaché au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et je suis botaniste et taxonomiste de formation, mais également impliqué dans des études d'impact et la mise en place de mesures de gestion et d'atténuation d'espèces et de milieux dans le contexte de projets miniers, forestiers, etc. Merci. Et aussi du Muséum d'histoire naturelle de Paris, Philippe Boucher nous a beaucoup aidé à concevoir cette session. Malheureusement, il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais une partie des messages qu'on va essayer de vous faire passer, bien sûr, viennent de lui. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce que si vous avez suivi un petit peu le Congrès mondial de la nature ou si vous êtes actif dans le monde de la conservation, vous savez que les espèces sont une des briques à la base de tout le travail qu'on fait dans le domaine de la conservation de la nature et qu'une grande partie des innovations, des actions
des questions qui sont abordées lors du congrès nécessitent de savoir de quoi on parle. Et pourtant, le travail qui consiste justement à nommer les espèces, à décrire la biodiversité dont on parle depuis quelques jours, c'est un petit peu le parent pauvre en termes d'attention. Et donc, voilà, notre session vise modestement à combler un peu cette lacune. Alors, on a prévu quand même de vous donner quelques éléments de compréhension sur ce que c'est que la recherche en taxonomie. Et donc, pour ça, on est ravi de donner la parole donc à Pete Lawrie, qui s'est présenté à l'instant, là, pour qu'il nous explique qu'est-ce que c'est que la taxonomie et en quoi c'est différent du simple inventaire d'espèces, ou encore pour utiliser une blague qu'a eu à subir Christian récemment. Évidemment, ne confondez pas la taxonomie et la taxidermie, c'est pas du tout la même chose. Ou encore, si comme moi vous fréquentez parfois les institutions financières, vous savez qu'aujourd'hui ils ont un mot à la bouche qui est la taxonomie verte européenne, qui définit quels sont les investissements verts et ceux qui ne le sont pas. Donc là, c'est pas du tout la même taxonomie dont on souhaite parler. Pete, est-ce que tu es prêt à nous éclairer sur ce que c'est que la taxonomie ? Je suis au moins prêt à tenter de le faire. Merci. Ok, très bien. Bonjour tout le monde, rebonjour. Je vais essayer de présenter quelques informations sur qu'est-ce que la taxonomie, comment travaillons les taxonomistes, quels sont les types d'informations que nous générons, comment, pourquoi, et afin d'ouvrir un peu le débat qui va en suivre concernant la taxonomie et les défis ou les problèmes que nous rencontrons en essayant d'aligner la taxonomie et notre méthodologie, notre façon de travailler d'un côté avec les besoins du monde de la conservation et en termes de connaissances et d'informations taxonomiques afin de bien connaître et bien gérer et bien protéger la biodiversité. D'abord, comme Fabien vient d'indiquer, l'espèce est l'une des unités fondamentales de la biodiversité et une partie très importante des efforts réalisés par les biologistes, les conservationnistes et les gestionnaires des ressources naturelles est focalisée sur la conservation des espèces. Les taxonomistes, nous cherchons à comprendre la diversité remarquable qui se trouve sur notre planète par un processus de délimitation et de reconnaissance d'espèces et leur placement dans un système hiérarchique de genre, famille, ordre, etc. Les taxonomistes réalisent ce travail afin que nous puissions étudier, gérer et communiquer sur l'immensité de la diversité biologique qui nous entoure et qui nous nourrit, et pour qu'on puisse suivre le progrès ou éventuellement le manque de progrès dans la gestion et la protection de notre patrimoine naturel. Les espèces définies par les taxonomistes correspondent, dans la grande majorité, voire la totalité des cas, à une réalité dans la nature et évidemment jouent un rôle clé dans la conservation. Mais il faut comprendre que le système de classification que nous utilisons est une construction humaine qu'on a bâtie pour nos propres besoins et en fonction de notre propre façon d'apercevoir le monde autour de nous et de gérer ce monde. Les biologistes et les conservationnistes focalisent la plupart de nos efforts et de notre attention sur quelques groupes majeurs d'organismes, principalement les plantes et les vertébrés, et parfois quelques groupes d'insectes, surtout parce que ces groupes sont relativement faciles à observer et parce qu'ils sont mieux connus et mieux étudiés que d'autres groupes d'organismes. Mais il existe une diversité immense et mal connue qui est souvent négligée chez des groupes comme les champignons, les mollusques, les micro-organismes, et j'en passe, il y en a plein d'autres. Et ces groupes font également partie ou constituent également une partie importante de la biodiversité. D'un côté, nous avons une assez bonne idée du nombre d'espèces et de la diversité des espèces chez ces groupes dits majeurs ou ces groupes mieux connus, mais il n'est pas du tout le cas des groupes
qu'on pourrait qualifier un peu d'orphelins ou des groupes complexes ou difficiles d'observer. Alors, chez les végétaux, le groupe que j'étudie moi-même, on distingue des espèces principalement sur la base de différences morphologiques et sur leur écogéographie. Et cette approche a été utilisée par les botanistes depuis plusieurs siècles et la validité et l'utilité de cette méthode a été confirmée régulièrement. Donc, chaque espèce définie par les taxonomistes est morphologiquement distincte et occupe une situation écologique différente. Pour nous, botanistes, le développement des techniques de séquençage d'ADN nous a beaucoup aidé pour comprendre et reconstituer l'histoire évolutive des groupes de plantes, mais en réalité, cette approche a joué un rôle accessoire chez les végétaux dans la reconnaissance et la distinction des espèces. C'est parfois utile, mais ça ne joue pas un rôle central dans la taxonomie et la délimitation des espèces. En revanche, la situation est bien différente dans d'autres groupes d'organismes. Plusieurs groupes d'animaux comprennent des espèces cryptiques, c'est-à-dire des espèces qui sont bien distinctes sur le plan génétique et évolutif et qui constituent des éléments différents de biodiversité, mais qui sont tellement similaires sur le plan morphologique qu'il est difficile, voire impossible, de les distinguer morphologiquement. Donc l'outil moléculaire nous a permis de comprendre et de voir qu'il existe d'autres espèces dans ces groupes-là, mais on ne peut pas utiliser la morphologie, ou du moins pas la morphologie toute seule pour les distinguer. Alors chez les micro-organismes, les organismes tout petits, où l'observation, même avec un microscope, ne permet souvent pas à distinguer les espèces, là, l'outil génétique joue un rôle absolument essentiel. Et d'ailleurs, depuis le développement du séquençage d'ADN, on a compris, enfin, l'immense diversité de micro-organismes qu'on ignorait en grande partie avant. Alors, notre connaissance des espèces, d'une manière plus générale de la biodiversité, est assez hétérogène sur le plan géographique et aussi sur le plan taxonomique. Nous avons une bonne connaissance des plantes et des vertébrés dans des régions où les taxonomistes travaillent depuis longtemps, telles que l'Europe et l'Amérique du Nord, où la diversité des espèces est assez limitée. Mais en revanche, nous connaissons nettement moins sur les groupes majeurs, les plantes, les vertébrés et d'autres organismes, dans les régions tropicaux où, paradoxalement, la diversité spécifique est nettement plus haute, mais nettement moins étudiée, parce que nos connaissances et nos explorations dans ces régions sont comparativement plus récentes. Alors, par exemple, en Amérique du Nord, on ne décrit que quelques nouvelles espèces de végétaux chaque année. Par contre, à Madagascar, où j'avais commencé à travailler dans les années 80, à l'époque, il était accepté et admis qu'il existait à peu près 8500 espèces de plantes sur la grande île. Mais après un peu plus de 40 ans de recherche, nous avons actuellement nommé presque 11 500 espèces et il en reste encore davantage, beaucoup à découvrir et à décrire. Et en fait, une projection récemment réalisée par des collègues indique qu'il existerait à peu près 14 000 espèces de plantes à Madagascar, donc juste en dessous des 15 500 espèces connues des États-Unis et du Canada ensemble, une superficie plus de 30 fois celle de Madagascar. Toutes ces nouvelles espèces que nous décrivons et que nous reconnaissons de Madagascar sont bien distinctes morphologiquement. Il ne s'agit pas de décrire et de nommer des micro-variations ou des populations localement légèrement différenciées. Il s'agit vraiment des espèces bien distinctes et faciles à reconnaître. La situation notre connaissance est beaucoup plus fragmentaire dans d'autres groupes d'organismes. Et pour ces groupes orphelins, il est souvent impossible de fournir un inventaire complet des espèces présentes dans un endroit donné. En partie parce que c'est difficile de connaître ces groupes, en partie parce que la connaissance actuelle est limitée, mais également parce que le nombre d'experts taxonomiques qui travaillent sur ce groupe est beaucoup plus limité. Alors, une autre réalité
auxquels nous sommes confrontés, et le fait que une partie importante des espèces connues de la planète n'a pas encore été délimitée, découverte, voire décrite. Alors, cela existe pour deux raisons principales. En partie parce que les espèces n'ont pas été collectées, c'est-à-dire elles ne sont pas représentées dans les collections d'histoire naturelle, des herbiers ou les collections d'animaux telles qu'au Muséum national d'histoire naturelle. Mais dans d'autres cas, ces espèces sont inconnues ou invisibles simplement parce que les groupes en question n'ont pas encore été étudiés par un taxonomique, et donc les espèces nouvelles n'ont pas été reconnues et nommées et décrites. Ça, c'est certainement le cas pour les végétaux et pour d'autres groupes d'organismes. Par exemple, beaucoup d'espèces d'insectes ou d'amphibiens sont découvertes et décrites chaque année, et il en reste encore de nombreuses espèces à décrire. Cette situation est encore plus prononcée dans les groupes mal étudiés, tels que les insectes, les mollusques, les micro-organismes, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, il y a une autre réalité très importante auquel nous sommes confrontés, c'est le fait que certaines espèces ont une très large répartition géographique, tandis que d'autres espèces ont une répartition très restreinte, ou bien sont très rares et difficiles à observer, difficiles à apercevoir. En revanche, quand on effectue une étude botanique ou un inventaire biologique, il est évidemment facile à trouver et à identifier cette composante visible, cette composante commune ou évidente, mais il est beaucoup plus difficile de trouver, d'identifier les espèces rares et à répartition limitée. Or, c'est précisément cette composante de la biodiversité moins largement répartie et plus difficile à apercevoir qui représente la partie importante pour la conservation, pour la gestion, et que les décideurs doivent prendre en considération quand ils sont en train de bâtir des stratégies pour la conservation de la biodiversité. En passant, je voulais mentionner que la liste rouge de l'UICN a fait des progrès énormes ces dernières années dans l'évaluation du statut de conservation d'espèces dans de nombreux groupes, y compris les végétaux. Néanmoins, il n'y a qu'une partie assez limitée des espèces qui ont déjà été évaluées et une partie très importante des espèces, dont beaucoup d'espèces à répartition limitée et potentiellement importantes pour la conservation, qui n'ont pas encore été évaluées. C'est pour cette raison que le Jardin botanique du Missouri, pour lequel je travaille, chaque fois que nous réalisons une étude de base pour une étude d'impact environnemental, nous incluons systématiquement une évaluation du statut de risque d'extinction de chaque espèce afin de pouvoir identifier la composante de la biodiversité importante pour la conservation. Et on ne se limite pas uniquement aux espèces qui sont publiées sur la liste rouge, qui est très, très incomplète. Alors, le rôle des taxonomistes est de conduire des recherches taxonomiques afin de comprendre et de décrire la diversité biologique. La recherche taxonomique comprend en général l'étude de spécimens et éventuellement de populations sur le terrain afin de délimiter les espèces, de les décrire et les nommer, et puis afin d'identifier et d'attribuer un nom validé par le spécialiste aux spécimens déposés dans des collections d'histoire naturelle. Alors, cette étude pourrait être considérée une activité purement académique, mais en réalité, elle est fondamentale et a une importance directe pour la conservation et la gestion des ressources naturelles, puisque l'espèce est l'unité fondamentale de la biodiversité. Alors, les travaux taxonomiques fournissent des informations donc essentielles pour les inventaires qui sont parfois réalisés par des taxonomistes, mais plus souvent sont réalisés par des biologistes de terrain qui ont une connaissance, je dirais, plus large et ne sont pas forcément familiers avec chaque groupe taxonomique. Les espèces qui sont générées par des inventaires biologiques
sont souvent identifiés et comparés dans les collections, telles que les collections du Muséum national d'histoire naturelle où je suis basé. Alors, quand ce matériel est étudié par un spécialiste, les identifications sont validées et on peut donc avoir un haut niveau de confiance concernant l'exactitude et la fiabilité de ces identifications. Mais malheureusement, pour beaucoup de groupes et dans beaucoup de régions, les collections n'ont pas été l'objet d'une étude détaillée par un taxonomiste. Et la réalité, la triste réalité, est qu'une partie importante des collections déposées dans les herbiers et les collections d'animaux, et donc les données et les bases de données qui sont développées à partir des informations associées à ces collections, telles que GBIF, contiennent une proportion assez importante de spécimens incorrectement identifiés, mal identifiés, soit parce que le groupe n'a pas été bien étudié, donc la taxonomie n'est pas claire dans le groupe, ou bien parce que ce matériel n'a pas été vu par un spécialiste et donc porte des identifications préliminaires, peut-être faites sur le terrain par un biologiste lors d'un inventaire préliminaire, mais qui n'ont pas été validées par la suite. Alors, ce type d'erreur, ce manque de connaissances en termes de détails taxonomiques de certains groupes de plantes et d'animaux, et le fait qu'une partie importante des collections et des données actuellement disponibles n'ont pas été validées par un spécialiste présente un risque important pour ceux qui souhaiteraient utiliser ces informations dans le cadre d'études d'impact ou la réalisation de programmation d'activités ou d'actions en faveur de la conservation. Et alors, on est confronté par un nombre assez important de challenges, de défis en termes de taxonomie et en tant que taxonomiste. Et donc, on propose pour la suite de cette session de discuter et de débattre un tout petit peu de comment on pourrait réconcilier les réalités du monde dans lequel je travaille en tant que taxonomiste, d'un côté, et les besoins urgents de la conservation et des gestionnaires de la biodiversité pour avoir accès à des informations taxonomiques fiables et des informations qui peuvent réellement être utilisées pour prendre des décisions et engager des actions, des montants d'importants, parfois très importants, en faveur de la gestion durable de la biodiversité et la conservation des espèces. Voilà, merci. Merci Pete. Ces propos introductifs nous donnent une bonne vision d'ensemble de la problématique et j'espère que tout le monde a bien compris l'importance du travail que font les taxonomistes. Peut-être pour compléter ton propos, Pete, et justement nous faire part de la réalité du travail que font les taxonomistes. Voilà, il semblerait que donc la taxonomie ce soit une science fondamentale pour tout le travail qu'on fait en matière de conservation. Aujourd'hui, comment ça se passe pour devenir taxonomiste ou travailler dans le domaine de la taxonomie et quels sont les défis pour ça concrètement? Actuellement, pour devenir taxonomiste, donc c'est un domaine scientifique à part entière. Il y a des formations disponibles dans différentes universités, je dirais dans la grande majorité des pays du monde. Malheureusement, comme tu as signalé dans ton introduction, la taxonomie est devenue un peu le parent pauvre du monde scientifique. On considère que la taxonomie est une discipline vieux jeu, est une discipline un peu datée en utilisant des méthodologies anciennes et on estime qu'on connaît la biodiversité de la planète et on n'a plus vraiment besoin de la décrire et de délimiter des espèces, ce qui manifestement, d'ailleurs nous voyons ça régulièrement à travers différents groupes d'organismes, n'est pas du tout le cas. Je vois que le nombre de taxonomistes dans la quasi-totalité du domaine, le nombre de taxonomistes formés chaque année est en régression, est en diminution. Le nombre de postes ouverts dans les institutions académiques pour les taxonomistes est également en régression. Or, à mon avis, et à travers les travaux que nous réalisons
en apportant notre expertise taxonomique dans le domaine, je dirais, plus appliqué des études d'impact et des mises en place de mesures de conservation dans le cadre de parcs nationaux, etc. Il y a un réel besoin d'expertise taxonomique. Et les personnes que nous formons ici au Missouri Botanical Garden aux États-Unis, dans les universités associées à notre organisme, ils n'ont aucun problème à trouver des postes. C'est un mythe qu'il n'y a pas de débouchés pour les taxonomistes. Un taxonomiste qui souhaiterait uniquement faire de la taxonomie dans son bureau, la porte fermée, en regardant ses échantillons et en publiant ses résultats, là, il y a moins d'opportunités. En revanche, un taxonomiste qui est prêt à faire le pont entre ses connaissances et son travail et l'utilisation et l'application des résultats de ces travaux, je pense qu'il y a des réelles perspectives dans l'avenir pour connecter ces deux parties du monde. Et j'essaie mes étudiants, je les encourage d'envisager ce type d'activité professionnelle. Merci. Du coup, j'en profite alors pour passer la parole à Frédéric qui justement travaille à faire ce lien. Donc, en termes d'expérience, de retour d'expérience du terrain sur la part ou le rôle que joue la taxonomie dans, par exemple, les inventaires d'états initiaux, les études d'impact, dans tout le travail que vous faites, ou que nous faisons chez Biotop. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu les défis de ce côté-là? Absolument. Il y a de très nombreux défis. La taxonomie, comme l'a très bien expliqué Pete Lawrie, est finalement la brique élémentaire de la connaissance de la biodiversité. Lorsqu'une entité vivante n'a pas de nom, formellement, pour les hommes, elle n'existe pas. Elle existe dans la réalité biologique, bien entendu, mais pour les hommes, elle n'existe pas. Pour la conservation de la nature, elle n'existe pas. Elle n'a pas de nom, elle ne sera pas sur une liste rouge, elle ne sera pas identifiée dans les inventaires de biodiversité et elle sera sous les radars, elle sera ignorée. Et moi, à titre personnel, parce que je suis président et fondateur de Biotop, mais je suis aussi un taxonomiste amateur, parce que je ne suis pas payé pour faire ça. Je le fais, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Les réseaux de taxonomistes amateurs sont, à l'heure actuelle, à l'heure où les institutions académiques ont tendance un peu à délaisser malheureusement la taxonomie, sont aujourd'hui absolument fondamentaux, notamment sur les groupes délaissés dont parlait Pete tout à l'heure. Donc la connaissance, le fait de pouvoir nommer les espèces pour le travail que nous faisons, pour les études d'impact sur l'environnement est fondamental. Alors il y a des très grandes disparités là-dedans, qui sont des disparités à la fois de groupes taxonomiques. Il y a des groupes bien mieux connus que d'autres. On a bien vu, les vertébrés, les végétaux supérieurs sont plutôt connus et le reste est plutôt très mal connu. Mais aussi par pays et par région biogéographique. On n'a pas du tout le même niveau de connaissance biogéographique, effectivement, en Amérique du Nord, en Europe, que nous l'avons dans le bassin du Congo, par exemple. Et lorsqu'on fait une étude d'impact, néanmoins, on se doit, quelque part, de répondre aux mêmes standards. On se doit d'avoir la même qualité d'analyse et on se doit de veiller à ce que les mesures d'atténuation que nous prenons, la prise en compte de cette biodiversité puisse se faire de manière à peu près équivalente. Alors c'est très difficile du fait de cette méconnaissance. C'est pour ça que, en l'occurrence, et suite à des discussions avec Philippe Boucher, dont je regrette l'absence aujourd'hui, nous avons proposé cette séquence pour insister sur le fait que conservation, base de données, tout ça dépend à la base des noms qu'ont les espèces et du fait qu'elles soient identifiées, qu'elles puissent exister, tout simplement. Merci. Donc ça, c'est la difficulté à finalement faire le travail d'inventaire, faire le travail de description et du coup, sur cette base, de pouvoir faire des propositions d'action, soit pour conserver la nature, soit pour atténuer les impacts d'un projet d'aménagement. À ProParco, vous financez des projets, tout à fait, plutôt des projets d'aménagement. Et du coup, est-ce que la problématique de la connaissance des espèces et de la taxonomie, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté ou est-ce que c'est vraiment qu'une affaire de spécialistes? Alors, ProParco, donc nous, on finance des projets qui sont portés par le secteur privé.
On va retrouver dans ces projets, ça peut être de projets agro, de l'industrie, ça peut être des infrastructures, des routes, plusieurs types de projets. En tant que bailleur et institut de développement, d'aide au développement, on a une liste d'exclusion. C'est une liste sur laquelle figurent un certain nombre d'activités, services ou produits qu'on ne finance pas. Dans cette liste, il y a un volet bien sûr sur la biodiversité, où on s'interdit de détruire des habitats critiques. À ce titre-là, quand nos clients nous apportent un projet, on leur demande bien sûr de nous fournir des études d'impact sur l'environnement, donc des études d'impact sur la biodiversité, pour voir si on n'est pas en train si on risque pas de toucher cette liste d'exclusion et être certain qu'on ne va pas avoir d'habitat critique. Et dans quelle mesure on va définir cet habitat critique. Aujourd'hui, on a, sur ces études d'impact, c'est de façon récurrente, quand on commence l'instruction du projet, on s'aperçoit qu'il y a des manques de données, des manques d'informations, et donc des problèmes liés, c'est là qu'on en vient à la taxonomie. On est souvent obligé, même très régulièrement, de demander des compléments d'études, de demander un inventaire, des baselines de la biodiversité plus précis, pour être certain de ne pas avoir un habitat critique présent sur le projet. Bien sûr, c'est par rapport aux espèces endémiques. Les espèces endémiques, nous, on a une large géographie d'intervention. Il n'y a pas toujours des données suffisantes, et on a besoin de faire appel donc à des taxonomistes. Le souci, c'est que ces taxonomistes, ils sont peu nombreux. Ils ont tous une spécialité très particulière. Pete, c'est sur les plantes. Mais il faut bien sûr un spécialiste aussi sur les arthropodes, sur les poissons. Chacun a sa spécialité. Nos projets, bien sûr, il faut que le projet avance. On a des contraintes de temps, des contraintes. On a un client qui veut savoir si on finance. Si on ne finance pas, nous, il faut qu'on avance sur le projet. Et il faut arriver à trouver ces taxonomistes qui vont pouvoir nous dire si cette espèce est endémique ou pas, si on a une chance d'être sur un habitat critique ou pas. Et ça, forcément, le timing du projet dérape. Et là, il faut bien expliquer aux clients le pourquoi on fait ça, qu'on a besoin d'informations complémentaires. Forcément, plus on cherche, plus on va trouver. Donc, le délai dérape. Et il faut bien sûr expliquer de façon pragmatique, j'ai envie de dire, aux clients qu'il nous faut ces informations. On veut être persuadé qu'on ne va pas toucher à un habitat critique et lui expliquer que on s'intéresse aussi, c'est pas un message toujours facile à faire passer, mais qu'on va s'intéresser aussi bien aux arthropodes qu'aux espèces vertébrées, puisque effectivement dans les inventaires faunistiques, ça peut être assez exhaustif sur tout ce qui est vertébré. Après, dès qu'on s'attaque aux arthropodes, là, ça devient... les études sont souvent moins complètes et c'est souvent très difficile de trouver des spécialistes. D'accord. Et ce défi, c'est un défi aussi interne à l'institution, parce que vous avez évoqué le fait que plus on cherche, plus on trouve. Et du coup, comment est-ce que vous... réussissez à convaincre vos collègues, par exemple, qui justement souhaitent faire avancer le projet, que c'est une bonne idée justement d'approfondir et de bien veiller à ce que la taxonomie soit peut-être plus avancée pour permettre à répondre à certaines de ces questions. Alors effectivement, plus on cherche, plus on trouve. Après, trouver de nouvelles espèces d'arthropodes ou de poissons, le projet ne va pas forcément les impacter. Donc on peut tout à fait se contenter déjà d'identifier ce qui existe, après voir dans quelle mesure le projet va impacter. Comment convaincre? C'est en faisant appel à des experts, donc à des taxonomistes, qui sont de plus en plus durs à trouver et qui ont malheureusement qui ne sont pas toujours disponibles au moment où on souhaiterait les voir intervenir sur le projet, puisque on a des délais d'instruction, qu'on peut
repousser naturellement tant qu'on n'a pas l'information. Mais il faut pouvoir trouver la bonne personne au bon moment, au bon endroit pour nous aider. Très bien, merci. Claude-Henri, est-ce que chez Total, vous avez une expérience similaire? Alors chez Total, oui, on est exactement confronté à tout ce qu'on vient de dire. Le manque de taxonomistes, la temporalité des projets. Et je vais vous parler un peu d'un projet auquel moi j'ai participé pendant 5 ans avec des taxonomistes. C'était un projet au large du Yémen. Le Yémen, c'est un pays dans lequel il n'y a quasiment pas de taxonomistes du milieu marin. Ce projet pétrolier était au standard de la Banque mondiale. On était en bordure d'écosystèmes coralliens avec une absence de données bibliographiques complètes sur cette zone-là. Donc il a fallu, dans le cadre de l'état initial, l'état initial c'est une pièce centrale de l'étude d'impact, créer, trouver et attirer les scientifiques qui allaient découvrir ce nouveau milieu qui était totalement inconnu du monde scientifique. Donc on a travaillé avec une société spécialisée en milieu marin qui a été un ensemblier qui a fait venir sa propre expertise en matière de biologiste et puis qui a trouvé des taxonomistes de l'EPHE en France. On a eu le support du Muséum de Townsville d'Australie et on a travaillé avec les équipes de Bicocca à Milan en Italie. Donc une équipe pluridisciplinaire de spécialistes de coraux dont le but a été pendant ces 5 années évidemment de travailler sur l'espèce, je dis bien comprendre les espèces. Moi j'ai eu la chance de les accompagner pendant 5 ans, j'ai plongé avec eux. J'ai eu la chance de voir un écosystème presque au jour le jour, en tout cas très régulièrement, et de le voir évoluer sur la temporalité. Souvent, on regarde des écosystèmes et on a une image fixe. Un écosystème, c'est un milieu hyper dynamique. Et les coraux, moi, en tant que plongeur, j'ai découvert qu'ils étaient hyper dynamiques. Ils avaient des célérités, des capacités de résilience et des cycles de vie très, très variables les uns par rapport aux autres. Décrire l'écosystème, ça a été la deuxième étape importante. C'était le mariage des biologistes et des taxonomistes. Pete en parlait tout à l'heure. Les biologistes ont une vision large. Le taxonomiste va centraliser sur l'espèce. Mais l'espèce est pour nous, ingénieurs dans le projet pétrolier, on va dire une espèce on va dire emblématique ou parapluie sur lequel on va se focaliser. On s'était focalisé sur les coraux durs et sur certains types de coraux. Et ça, grâce à ce mariage, on va dire, des milieux, des spécialités, on a établi les métriques de suivi sur les coraux. Ça a permis de découvrir de nouvelles espèces, un travail de 5 ans. Sur les premières missions sur le terrain, on avait décrit à peu près 80 espèces de coraux. On a terminé à plus d'une centaine d'espèces décrites avec des nouvelles espèces. Et surtout, on a eu une approche originale qui a été de dézoomer, en fin de compte, de partir du site industriel et de regarder, d'étudier à l'échelle régionale, puis à l'échelle nationale. Donc les taxonomistes ont évidemment été très enthousiastes dans ce travail de découverte de la faune d'un pays inconnu jusqu'à présent, et surtout pouvoir déterminer les aires de répartition de ces espèces. Ça nous a emmené jusqu'à Socotra, jusqu'en mer Rouge, sur certaines îles au milieu de la mer Rouge. Donc on a eu des aires de répartition d'espèces, et ce qui nous a permis de bien comprendre finalement ce qui se passait au sein du site. Souvent, les études d'impact focalisent sur le site, et l'approche paysagère est fondamentale. On parle souvent de corridors, les coraux sont des espèces en mouvement qui colonisent des milieux d'un point à un autre, et avoir cette vision très large est très importante. Donc un travail sur le terrain avec des spécialistes qui ont apporté leur matériel, tout ce qui est taxonomie classique, la binoculaire, la description de l'espèce, mais aussi les techniques d'ADN, le séquençage d'ADN et évidemment la constitution de collections remarquables qui ont été ensuite exportées vers les différents partenaires scientifiques via des conventions CITES. Un travail difficile, c'est de faire des missions isolées. Vous savez, le Yémen, la difficulté du pays dans lequel il est aujourd'hui, c'était un petit peu mieux avant, mais des missions donc difficiles sur le terrain, missions isolées,
un travail de taxonomie où, personnellement, je remets toujours la taxonomie au centre, comme a dit Frédéric, au centre de l'étude d'impact. Elle permet de se reposer les bonnes questions, même pour un aménageur ou un pétrolier ou un gazier comme mon entreprise, c'est-à-dire la question des impacts. Comment mon activité va-t-elle impacter les espèces qui ne vont pas réagir les unes et les autres de la même façon. Donc ça, c'est fondamental. Comprendre les cycles de vie, on a encore énormément de choses à découvrir en matière de cycle de vie des espèces. On a souvent une photo instantanée. La compréhension de la temporalité de l'espèce, depuis son développement de quelques centimètres jusqu'à plusieurs centimètres et sa mort, est fondamentale aussi dans la compréhension des mécanismes de résilience de ces écosystèmes. Certains milieux sont très résilients, d'autres sont beaucoup plus sensibles. Donc on va arriver sur la notion d'écosystèmes sensibles, des habitats critiques, etc. Ça a eu un rôle, on a tous été marqués. Cette expérience au Yémen nous a tous marqués parce que ça a été une coopération extraordinaire entre des gens qui construisaient une usine, il y avait énormément d'ingénieurs sur le site, des scientifiques qui ont fait transpirer leur savoir, donc un rôle vraiment d'éducation à la biodiversité dans les entreprises. On en parle de plus en plus, mais l'apport des taxonomistes à cette connaissance du monde du vivant est fondamental au sein des entreprises. Une entreprise n'est pas déconnectée du monde du vivant. Beaucoup d'entreprises vivent sur le vivant. On en a besoin, et ça, c'est très important. Ça a permis, évidemment, avoir un deuxième rôle après l'éducation, c'est le côté participatif. Établir des passerelles entre les spécialistes, entre sciences et opportunités sur le terrain. On rentre dans un projet, on met en place la démarche éviter, réduire, compenser. Tout ça, on a besoin de l'apport de la connaissance du taxonomiste pour nous aider dans ce travail. Et enfin, ce qu'on remarque quand même, ce que disait Christian, c'est que c'est pas facile du tout de retrouver des taxonomistes compétents et qui sont disponibles. Les états initiaux sont souvent des missions qui sont préparées très longtemps à l'avance, et trouver les bonnes personnes au bon moment sont vraiment des challenges pour nous industriels. Donc c'est compliqué. C'est compliqué aussi de trouver les réseaux scientifiques locaux. On a la chance d'avoir en France le Muséum d'histoire naturelle, on a la chance d'avoir le PHE, on a la chance d'avoir le CNRS. C'est une chance extraordinaire. Il y a des grands instituts. Quand vous allez au Yémen, il n'y a rien. Quand vous allez dans plein d'autres pays, il n'y a rien. Et il y a quelques universités. Nous, on va promouvoir, avoir ces scientifiques locaux avec nous et être catalyseur de synergie entre des sachants et des apprenants. Et ça, c'est vraiment un travail pour partager ce savoir qui est vraiment fondamental, mais qui, évidemment, nous industriels, nous pénalise énormément dans l'état initial, car quand on manque de la donnée, quand on manque du savoir, c'est évidemment un vrai challenge pour nous de donner des études de qualité, car les attentes sont très, très élevées en matière de biodiversité. Donc en conclusion, je dirais beaucoup de richesses à apprendre, mais peu de sachants. Et on espère qu'il y a, comme disait Pete, de plus en plus de jeunes qui seront intéressés par ces études, parce qu'il y a un lien direct avec le monde dans lequel on est, le monde industriel en particulier. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, du coup, on a Clara qui est en ligne avec nous, qui, elle, travaille pour une ONG de conservation et qui, du coup, est impliquée dans des actions de conservation de la nature. Est-ce que vous avez autant besoin des taxonomistes dans vos projets que ce qu'on vient d'entendre là du côté d'un industriel et d'une institution financière? Oui, travaillant pour la Société zoologique de Londres, je pense qu'il y a une très grande compréhension à l'interne des besoins de taxonomie, et je sais que certains de mes collègues, particulièrement à l'Institut de zoologie, sont eux-mêmes des taxonomistes. Mais dans le cadre des projets sur lesquels je travaille, surtout ce qu'on voit, c'est qu'on fait des évaluations, des informations qui sont rendues publiques par le secteur huile de palme, bois et pâte à papier et les caoutchoucs naturels, qui souvent opèrent dans des paysages très riches en biodiversité, où parfois les connaissances locales
où la capacité locale en termes de recherche peut être plus réduite et où il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait, ou en tout cas à faire vis-à-vis des états initiaux et des études d'impact. Et ce qu'on voit, c'est que la qualité des informations dont ils disposent varie. Et je pense que Pete Lowry a très bien expliqué en quoi tout cela repose sur la taxonomie. On sait aussi que les obligations en termes de ces efforts varient également, ce qui ne va pas forcément créer des incitations à utiliser la meilleure donnée possible, les meilleurs spécialistes possibles et surtout à bien faire en sorte d'impliquer des taxonomistes dès le début. Ça nous est déjà arrivé qu'on nous demande si on avait des recommandations aussi de praticiens et de consultants qui seraient capables de faire de bonnes études par rapport à d'autres qui auraient peut-être tendance à supporter le développement du processus et du projet plutôt que vraiment faire en sorte que l'état des lieux soit le plus complet et le plus impact-centrique possible, comme le disait tout à l'heure notre collègue de chez Total, qui bien sûr soulignait l'importance de se concentrer sur les impacts, de revenir toujours à la question d'impact. Et ça, c'est vraiment important parce que ce que les entreprises vont devoir faire et que nous, par exemple, on évalue, c'est aussi la mesure dans laquelle elles ont établi des zones de protection de la biodiversité, quelles sont les Key Biodiversity Areas, et aussi quelles zones seront mises de côté pour la conservation des espèces par l'entreprise et des habitats critiques, et ce, quels que soient les taxons, que ce soit des animaux charismatiques ou pas. Et on se rend bien compte aussi, en regardant un petit peu les publications qui sont mises à disposition par les entreprises dans ces secteurs, que parfois il peut y avoir un manque de connaissances et d'expertise à l'interne aussi. Et avoir un taxonomiste et des équipes qui comprennent la taxonomie aussi peut être très important, puisque le management de ces zones, les états des lieux, c'est une chose, mais le management de ces zones dans les décennies qui suivent, surtout de la durée de vie du projet, c'est là où va peut-être y avoir aussi des actions pour suivre la hiérarchie des normes en matière de conservation, avoir des actions suivies aussi après la décision initiale de développement, et avoir des collaborations avec différentes institutions pour comprendre quels efforts de taxonomie sur le long terme peuvent être faits, donner l'accès à des chercheurs aussi sur le terrain, et tout ça, ça peut vraiment manquer. Si la compréhension de la différence entre l'effort taxonomique et l'effort d'inventaire et ensuite de suivi de ces informations n'est pas compris et n'est pas vraiment reconnu par les entreprises et reflété dans le type de ressources qu'ils mettent à disposition. Et enfin, ça a aussi des impacts du point de vue de la finance. Donc moi, mon travail dans ces efforts d'évaluation des entreprises, c'est de communiquer avec les secteurs financiers pour les aider à comprendre un petit peu s'il faut avoir du dialogue avec les entreprises pour les encourager à faire plus d'efforts en matière de conservation et de politique, etc., d'organisation interne pour répondre au challenge de durabilité. Et s'il n'y a pas d'avancée dans les questions de taxonomie aussi et plus de ressources, ça veut aussi dire qu'on laisse place plus souvent à des métriques qui sont par ailleurs très utiles en matière de biodiversité, qui sont utilisées par les entreprises et par les institutions financières, mais qui sont basées sur des données qui peuvent parfois ignorer un petit peu les questions d'espèces, parce qu'elles vont se concentrer plus sur, par exemple, les types de terrains, les types d'habitats, et donc peut-être, voilà, on a des trous dans la raquette en matière des informations qui sont utilisées pour la prise de décision. Voilà. Merci, mais je crois qu'on a vu que les taxonomistes avaient un rôle important à jouer. Alors, et on a beaucoup fait ça en lien avec les phases d'inventaire d'état initial. Je voulais demander à Frédéric, du coup, peut-être de revenir un peu justement sur cette distinction entre aller vérifier ce qu'il y a sur le terrain à partir d'une liste qui existe. Pour ceux dans la salle qui sont peut-être des naturalistes amateurs, vous avez un guide d'identification. Vous allez vous référer à ce guide pour nommer ce que vous observez. Mais là, les situations dont on parle, c'est celles où il n'y a pas de guide et où il n'y a pas la liste en question. Donc, c'est ça. En fait, il faut distinguer les taxonomistes des utilisateurs de la taxonomie. Pas tout à fait la même chose. Et effectivement, lorsqu'on va faire une étude d'impact, évidemment, on ne peut pas envoyer
C'était très intéressant lorsque vous parliez du Yémen. On se rend compte que tous les spécialistes sont partout sauf au Yémen, quoi. Donc, et ils sont surtout à la fois peu nombreux et dispersés dans le monde, entre l'Australie, la France et je ne sais où. Donc c'est une véritable difficulté. Évidemment, on peut imaginer que tous les projets qui vont concerner des récifs coralliens, que ces spécialistes en question ne pourront pas se diviser en 10, en 20, en 100 pour aller sur tous ces projets-là. Donc il y a bien une différence entre des gens qui vont être des utilisateurs de la taxonomie, qui vont aller récolter, observer, décrire, réaliser les états initiaux sur le terrain, et qui sont des gens qui travaillent par exemple dans des entreprises comme la nôtre, ou comme d'autres, des taxonomistes. Et donc on a d'un côté des utilisateurs de listes existantes et de l'autre côté des gens qui élaborent des listes. Et on se rend compte que l'élaboration de listes, d'abord du point de vue temporel, c'est complètement différent de l'utilisation de ces listes, et que cette élaboration de listes est absolument nécessaire, parce que un utilisateur pourra simplement essayer de rattacher ce qu'il observe à quelque chose qui existe. Et évidemment, quand ça colle pas, comment on fait? Donc d'une part, on dit ce qui ressemble le plus, c'est ça. On va dire c'est ça. Alors c'est peut-être ça, mais c'est souvent pas ça. Ou alors on dit c'est ce groupe-là, c'est-à-dire c'est tel genre, même telle famille, ou même tel ordre, selon les groupes, la connaissance qu'on a des groupes. Et on va dire voilà, j'ai tel genre, SP numéro 1, SP numéro 2, SP numéro 3, etc. Voilà. Et on ne sait pas ce que c'est. Alors, il ne faut pas s'arrêter à la difficulté de ces différences temporelles entre une étude d'impact et la taxonomie. Je pense qu'une étude d'impact, elle a sa préoccupation temporelle. C'est d'abord un projet industriel, donc qui doit suivre son cours, c'est un début, ça a une fin, ça a une étude d'impact. La taxonomie, c'est effectivement un travail d'investigation, de description, mais qui se fait sur le long terme. Par contre, il faut s'attacher, je pense, à la contribution que peut avoir une étude d'impact d'un projet, et un projet de manière générale, à l'évolution de la connaissance taxonomique dans la région ou dans le pays où l'on travaille, à la fois pour des mesures qui pourraient être mises en œuvre par le projet, parce que des projets même si l'étude d'impact est courte, les projets peuvent se prolonger très longtemps, notamment les projets d'exploitation qui peuvent se prolonger pendant plusieurs dizaines d'années, et entre-temps, la connaissance taxonomique a pu progresser. Ou pour les projets à venir, pour la connaissance future. Donc il faut bien, c'est un petit peu quelque chose d'intergénérationnel, on va dire, entre ces échelles temporelles, entre les projets et la connaissance taxonomique, pour les projets futurs. Pete, tu voulais rajouter un point à ce sujet? Oui, merci. Justement, cette question de cette discordance entre la vitesse à laquelle la taxonomie avance, la découverte, la description des espèces, l'identification des espèces présentes dans le site d'un projet, et les besoins des opérateurs et des bailleurs de fonds à avancer, à ne pas attendre éternellement que nous, taxonomistes, nous réalisons notre travail. En fait, l'utilisation de l'approche habitat critique qui avait été mentionnée avant est très utile. On essaie, nous, au MBG, au Museum Botanical Garden, d'utiliser une approche pragmatique. Le but, dans le cadre d'un projet prévu dans un pays, il y a une forte diversité végétale, et on sait très bien qu'on n'aura pas la possibilité d'identifier et de décrire et de nommer toutes les espèces. On focalise notre effort sur l'idée d'identifier un nombre important et représentatif des espèces d'importance pour la conservation, des espèces rares à répartition restreinte, éventuellement menacées. Et par le biais de cette identification des espèces rares et menacées et l'identification des milieux et des sites dans lesquels ces espèces sont physiquement présentes, nous arrivons à délimiter des zones prioritaires pour une gestion, et où les mesures d'impact, les impacts du projet doivent être compris, évidemment atténués lorsque c'est possible, évités lorsque c'est possible, et lorsque ce n'est pas possible d'éviter. À ce moment-là, il faudrait
mettre en place des mesures compensatoires. On n'essaie pas d'atteindre l'exhaustivité, mais simplement une bonne représentativité afin d'informer un processus en aval de bonnes réflexions sur la délimitation de l'empreinte, de l'impact, et la mise en place de mesures compensatoires qui doivent être prévues et financées en parallèle pour les milieux et pour les espèces concernées. Merci. Du coup, ça commence à ressembler à une solution pour pouvoir prendre des décisions et agir malgré la difficulté à être exhaustif, ou en tout cas à faire mieux coller la temporalité de la taxonomie avec les besoins de la prise de décision. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse justement discuter des solutions possibles pour faire face en fait à ce défi. On reviendra plus tard sur aussi des solutions plus systémiques pour que la taxonomie ait les moyens de jouer le rôle qu'on attend d'elle. Du coup, je voulais demander à Claude-Henri, est-ce que du côté de Total, à part le fait d'aller chercher des taxonomistes partout sur la planète pour essayer de les faire venir sur votre projet, est-ce que vous avez trouvé des façons de faire attention à prendre de bonnes décisions malgré les incertitudes qui subsistent sur les questions taxonomiques dans vos projets? Alors là, c'est une approche un petit peu particulière. C'est vrai que dans certains cas de figure, comme on le disait, on pêche sur la connaissance. Il nous manque cette connaissance du terrain. Donc on va avoir une approche plus au niveau écosystème, au niveau des écosystèmes, une approche qui va nous permettre de prendre des décisions très en amont en matière de séquence d'évitement. L'évitement, on parle souvent éviter, réduire, compenser. On devrait mettre un très très grand E majuscule et ensuite un R et un C. L'évitement, c'est la plus grande des actions qui doit être faite. Et travailler sur soit, entre guillemets, une espèce emblématique, soit ou un groupe d'espèces emblématiques, et se focaliser dessus, c'est une façon de ne pas retarder la décision de l'industriel et de progresser. Parce qu'on est tout le temps dans un mécanisme d'apprentissage, en fin de compte. On n'aura jamais toutes les solutions, aux questions posées au démarrage d'un projet. On s'en pose toujours, il y en a toujours qui arrivent, et donc il faut prendre après des choix, et ces choix, ils sont vraiment guidés par cette approche paysagère, on va dire, des écosystèmes, puisque on parlait en approximation qu'ils vont contenir sûrement des tas d'espèces sensibles. Donc l'évitement de ces zones sensibles est le premier point. Merci. Clara, dans le travail que vous faites avec les industriels, notamment dans les secteurs agricoles, donc ils ont des projets qui sont sur des très grandes surfaces. Est-ce que vous aussi, vous utilisez des alternatives finalement à l'entrée espèce pour suivre leurs impacts et les accompagner dans leurs décisions? Le micro est coupé, je crois. C'est pas nous qui le faisons directement, mais nous, ce qu'on évalue, c'est de regarder justement quelle proportion des entreprises dans le secteur intègrent des approches telles que celles que vous les décrivez et sur lesquelles Pete a fait un point il y a quelques minutes. Donc, pour le pilotage de la biodiversité, on regarde par exemple si les entreprises font des évaluations HCV, donc High Conservation Value, ça c'est l'une d'entre elles, ou alors High Carbon Stock. Et là, on est bien sûr dans des outils qui se concentrent plus sur des données d'entrée liées soit à la topographie ou à certains attributs très, très spécifiques. Et dans certains cas, ça peut être complètement fait à distance. Et certains aspects seulement vont avoir besoin de visites de terrain. Encore voilà, ça va être fonctionné. Et dans ces cas-là, on voit déjà que beaucoup d'entreprises n'ont pas d'engagement de faire cet effort-là. Et que déjà ça manque. Après, du point de vue des espèces, il y a vraiment des marges de progression pour intégrer davantage d'informations du point de vue des espèces, vraiment plus spécifiquement.
Et sur ce plan-là, c'est là où je rejoins le commentaire de Monsieur Melki sur l'importance d'avoir des connaissances taxonomiques, même à défaut d'avoir un taxonomiste de métier dans les équipes, puisque déjà avoir cette capacité à se rendre compte dans le pilotage des outils ou de leur manque, qu'au sein de l'entreprise, il y a quelqu'un qui puisse voir les opportunités d'efforts taxonomiques qui se présentent à elle. Merci. Mais du coup, Frédéric, alors quand vous avez évoqué tout à l'heure SP1, SP2, SP3, est-ce que vous pouvez clarifier un peu qu'est-ce que ça veut dire? Et puis surtout, comment est-ce que vous expliquez à un client ou à un service instructeur dans un pays que l'étude d'impact et la décision de faire ou pas le projet, d'atténuer ceci ou comme cela, ça peut être basé sur SP1, SP2? D'accord. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Tout d'abord, SP1, SP2, c'est quelque chose d'intéressant néanmoins. Aujourd'hui, il y a de nouveaux outils qui sont les outils. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas familiers du... Oui, c'est vrai qu'il faut se mettre un petit peu à portée de ceux qui nous écoutent. SP1, SP2, ça veut dire que l'on a identifié qu'il s'agissait d'espèces caractérisées, particulières, et qu'on a identifié le fait qu'on ne les connaissait pas, qu'elles n'étaient pas décrites, qu'elles n'avaient pas de nom officiel. Un aveu d'ignorance. Absolument. Mais un aveu d'ignorance partielle, puisqu'on a quand même déjà appris à distinguer ces entités vivantes et à les délimiter, à défaut de leur donner un nom. Alors, ce qui est intéressant, c'est jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, on utilisait des marqueurs morphologiques, comme l'a expliqué Pete, notamment en botanique. Et effectivement, maintenant, en zoologie, en particulier sur les poissons, qui est un sujet sur lequel je travaille énormément, on a des nouveaux outils qui sont des outils moléculaires. Et les outils moléculaires sont très puissants, en ce sens que l'on peut, lorsque l'on fait un inventaire, par exemple, de poissons, donc ça se fait de la manière suivante, on va pêcher des poissons selon différentes méthodes et on essaye de récolter le maximum de poissons sur un site et de les identifier, de les quantifier, de comprendre dans quel milieu ils vivent, s'ils sont abondants, s'ils ne sont pas abondants, s'ils sont migrateurs, s'ils ne sont pas migrateurs, s'ils font des déplacements, etc., etc. Pour comprendre, ça c'est la compréhension de l'état initial qui permet ensuite de plaquer dessus les changements que va apporter le projet et ensuite de se poser la question comment on évite les impacts comme ça a été expliqué tout à l'heure. Donc c'est SP1, SP2 avec les outils moléculaires. Aujourd'hui, on peut séquencer les poissons que l'on récolte. C'est une manip qui aujourd'hui se fait en routine, qui est très simple, qui ne coûte pas très cher et qui permet d'avoir un marqueur génétique pour chacun de ces entités visibles que l'on observe, et même au-delà, et de montrer la véritable diversité qu'on observe, par exemple, dans cette rivière. On peut très bien avoir une diversité qui est représentée souvent par un arbre, un arbre de type arbre phylogénétique, à partir des échantillons récoltés dans la rivière, et qui permet de dire, dans tel genre de goby, par exemple, j'ai 4 espèces. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai des photos, telle photo ça correspond à telle espèce, j'ai un marqueur génétique, etc. Donc ça c'est déjà un premier niveau de connaissance, qui est la connaissance de la réalité de la biologie de là où on est. Bon, à ce moment-là, évidemment, on constate qu'elles n'ont pas de nom, donc derrière, il faut, et on en parlera tout à l'heure, trouver des solutions pour les décrire rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que ça ne se fait aujourd'hui, mais avec ça, on peut tout à fait travailler et avec un industriel comprenne parfaitement qu'on peut mettre en place des mesures pour préserver cette diversité, même si elle n'a pas de nom parce qu'elle est existante et qu'elle est attestée. Et que le jour où ces espèces auront un nom, l'industriel sera enchanté d'avoir contribué effectivement à cette acquisition de connaissances. Merci. Pete, est-ce que du côté du MBG, ça c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire? Tout à fait. Cette approche est également valable chez les végétaux. Le travail de publication, d'abord de délimitation formelle et de publication d'une nouvelle espèce prend du temps. C'est quelque chose qui se fait à l'échelle de plusieurs années. Mais si dans le cadre d'une étude de base,
ou d'une étude d'impact, nous reconnaissons dans le genre X la présence de 4 espèces, dont 2 à large répartition, et donc qui sont une préoccupation mineure pour la conservation, mais 2 autres qui sont soit nouvelles, soit connues d'une seule autre localité, et donc qui constituent des espèces qui nécessitent une gestion et qui doivent être suivies. Même si nous n'avons pas de nom, nous indiquons espèces nouvelles A et B. Pour utiliser un joli anglicisme, lorsqu'on fournit nos recommandations à un client, on indique que ces informations sont actionnables. C'est-à-dire, il faut tenir compte de ces espèces comme faisant partie constituante de la biodiversité du site, et il faut tenir compte de ces espèces dans la préparation des études, des mesures de gestion et de compensation, tout comme pour une espèce qui est nommée et qui est inscrite sur la liste rouge. Oui, ces espèces-là, elles deviennent automatiquement des espèces, entre guillemets, de préoccupation importante. Et ça suscite aussi ce que nous disait Claude-Henri tout à l'heure, d'où l'intérêt d'élargir le périmètre d'investigation pour être capable d'en savoir plus sur l'aire de répartition, les abondances, et de mieux caractériser le plus rapidement possible son statut de conservation, alors peut-être avec évidemment des incertitudes, mais sans forcément attendre une description complète, ou en tout cas en acceptant cette incertitude strictement taxonomique. Clara, vous avez évoqué tout à l'heure dans les outils de pilotage le fait de vouloir intégrer la dimension espèce dans un certain nombre de métriques, d'outils pour mieux appréhender l'impact de différents secteurs ou d'entreprises d'envergure mondiale, par exemple, qui cherchent à faire remonter des informations sur l'impact de multiples opérations dans de nombreux pays. Donc, des entreprises qui typiquement sont soumises à des obligations de transparence ou de reporting en matière de biodiversité. Donc, l'entrée espèce, c'est parlant de ce point de vue-là. Mais est-ce que dans ces systèmes, est-ce qu'on peut faire rentrer du SP1, SP2, ou est-ce que finalement on est obligé de partir de taxonomie beaucoup plus établie, voire en fait de court-circuiter l'étape du terrain qui introduit trop de complexité et d'incertitude dans ces approches? Déjà, l'étape du terrain, elle ajoute des coûts. En plus d'ajouter des besoins de ressources et de confirmation en matière qui vont venir de l'aspect un peu incertitude et de l'aspect temps qu'il va falloir dédier à approfondir les connaissances. Et donc ça, c'est toujours un gros souci, puisque quand on parle de diversité par le secteur privé ou par il y a toujours la question de déjà donc la couverture, que l'outil soit et les métriques puissent être utiles sur la totalité des zones qui sont d'intérêt à l'organisation. Et là déjà on peut avoir des disparités en matière de connaissances et d'accès au terrain qui vont être très grandes. Il y a des problématiques vis-à-vis des coûts, dans la maintenance de ces bases de données et de ces outils, et donc du coup le coût pour l'utilisateur final. Et donc tout ça mis ensemble fait que effectivement pour l'instant l'utilisation de l'entrée espèce est plus limitée. Maintenant, moi-même, je ne suis pas experte de tous les outils et métriques qui existent. Je sais que certains se basent sur les données espèces, mais que voilà, dans beaucoup de cas, la connaissance est aussi limitée et varie d'espèce en espèce. Ce qui rend la généralisation à un outil ou à une métrique qui soit utilisable par le secteur privé plus globalement très difficile. D'où le besoin de plus de taxonomie, plus de connaissances, plus de ressources. Alors, transition parfaite, puisque on a vu que il y avait des difficultés liées au manque de connaissances en taxonomie. On a vu qu'on arrivait malgré tout à prendre des décisions et à essayer d'intégrer cette incertitude pour avancer quand même, tout en faisant attention, sur à bien gérer les impacts sur la biodiversité. Peut-être que le moment est venu de prendre un petit peu de recul
sur non pas qu'est-ce qu'on peut faire au moment, dans le cadre d'un projet industriel ou d'un outil de suivi ou de pilotage, mais essayer de changer la donne et de faire en sorte que les taxonomistes ils soient plus nombreux, plus productifs et plus à même de contribuer à lever ces incertitudes pour que les décisions qui soient prises soient meilleures. Est-ce que, Frédéric, tu as des recommandations là-dessus ? Alors tout à fait. Alors je dirais, avant de faire des recommandations, je voudrais, pour que la compréhension soit parfaite, résumer très succinctement les principaux obstacles que l'on rencontre. Quelles sont vraiment les difficultés? Ça transparaît dans tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, mais je voudrais les citer de manière un peu plus systématique. On a déjà cité le manque de spécialistes, parfois leur âge assez important, on ne l'a pas dit, mais c'est une réalité, leur dispersion, le fait que les financements publics pour la recherche ne sont plus dirigés vers la taxonomie, sont dirigés vers plus de l'écologie fonctionnelle ou d'autres thèmes, mais pas vers la taxonomie pure. Aujourd'hui, un jeune chercheur qui se dirait « je vais faire que de la taxonomie », je ne suis pas sûr qu'il soit très bien noté par sa hiérarchie. Les taxonomistes, de ce fait, sont actuellement souvent aussi, et ils sont de plus en plus nombreux, des bénévoles, ce qu'on dit des amateurs éclairés, des gens qui sont dans ce qu'on appelait les sociétés savantes. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça devient fondamental. C'est-à-dire que sans ces gens-là, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire. Il y a plein de groupes, notamment d'invertébrés, dans lesquels on ne pourrait absolument plus travailler si ces amateurs éclairés n'existaient pas. Et le problème de ces amateurs éclairés, c'est qu'ils sont éclairés, mais ils sont amateurs. Qui dit amateur, ça veut dire que pour vivre, ils utilisent d'autres moyens. Et donc, on a des gens qui sont banquiers, qui sont pharmaciens, qui sont je ne sais quoi, qui font des tas de choses pour gagner leur vie et qui font ça le week-end, qui sont le spécialiste des fulgores, le spécialiste de tel genre de poisson amazonien, etc. Donc, cette situation, aujourd'hui, c'est celle qu'on vit, donc on fait avec, mais je pense qu'il faudra modifier ça si on veut effectivement répondre à l'immensité des besoins. L'autre problème du fait, plus une conséquence de tous ces sujets-là, une notion que je souhaite introduire, c'est le temps d'étagère. On n'en a pas encore parlé, et c'est pour moi quelque chose d'important. C'est le temps qui s'écoule, et effectivement, malheureusement, Philippe Boucher en aurait parlé beaucoup mieux que moi, puisque c'est vraiment son concept. C'est le temps qui s'écoule entre le moment où une espèce est récoltée sur le terrain et le moment où on lui donne un nom. Alors, il a calculé sur les 10 ou 15 dernières années, en prenant des tas de publications. Il fait un travail vraiment intéressant du point de vue statistique. Et il a conclu que ce temps moyen d'étagère était de 21 ans. Vous vous rendez compte? 21 ans en moyenne. Et je ne parle pas d'espèces récoltées il y a 100 ans, je parle d'espèces récoltées en ce moment. 21 ans en moyenne entre le moment où on va récolter une espèce et le moment où on va lui donner un nom. Comprenez qu'au niveau actuel de vitesse d'érosion de la biodiversité, c'est totalement incompatible d'aller aussi lentement. Donc il faut vraiment que l'on change quelque chose rapidement. Voilà. Et quelque chose dont on n'a pas parlé encore aussi, dans les obstacles, sont des obstacles plus juridiques. J'imagine que dans ce Cénacle, on connaît le protocole de Nagoya, qui est un protocole qui est basé sur d'excellents concepts, qui vise à protéger les savoirs des peuples autochtones et à éviter que, ce qu'on appelle la biopiraterie, à éviter que des firmes puissantes utilisent ces savoirs pour faire du commerce et gagner de l'argent. Donc, on a restreint l'accès aux ressources génétiques dans le monde entier du fait de ce protocole. Et il y a un effet collatéral majeur, c'est que, alors je ne sais pas si ça a beaucoup d'effet sur la limitation du piratage, je le souhaite en tout cas, parce que c'est le but principal du protocole de Nagoya. Par contre, ça a un effet dévastateur sur la recherche en taxonomie. Dévastateur, et je pèse mes mots, aujourd'hui, pour récolter des échantillons, pour faire de la pure recherche taxonomique, pour connaître quatre gobies qui n'auront jamais aucune valeur pour personne et qui n'en ont jamais eu d'ailleurs, il faut passer par une espèce de chemin de croix administratif qui varie selon les pays, qui varie selon voilà, une espèce de calvaire bureaucratique qui fait que
dans plein de continents, dans plein de pays, aujourd'hui, on ne fait plus de recherche en taxonomie parce que c'est trop compliqué. C'est trop difficile et la coopération internationale a été vraiment pénalisée par ça. Donc, ceci étant dit, je réponds à la... Non, je profite que tu évoques le temps d'étagère pour dire à ceux qui nous écoutent que sur la page web de notre session sur le site web du congrès UICN, vous avez accès à cette publication de Philippe Boucher et de ses collègues qui analysent justement le fameux temps d'étagère. Donc vous pouvez aller la chercher à cet endroit-là. Elle est très intéressante. Voilà, donc découlant de ça, quelques propositions très préliminaires qui pourraient être discutées ensuite. On va essayer de garder un peu de temps pour le débat. C'est effectivement, on ne reviendra pas sur le protocole de Nagoya, mais on peut adapter l'application du protocole de Nagoya, puisque ça se fait par pays, pour exclure la recherche en taxonomie fondamentale des contraintes bureaucratiques de ce protocole. Ça me paraît absolument indispensable et urgent d'ailleurs. On peut intégrer le financement de la taxonomie dans les mesures environnementales des projets et d'ailleurs également dans la cotation, dans la valorisation effectivement des efforts faits par les entreprises. Le fait de contribuer à la recherche taxonomique peut être quelque chose qui, dans des systèmes d'évaluation, pourrait donner des points. Les études d'impact qui sont fondamentales pour la connaissance, je le précise, parce qu'on a connu ça en France et en Europe, par exemple sur les chauves-souris. Moi, j'ai connu, ça fait donc à peu près 30 ans que je travaille dans ce domaine-là. J'ai connu une époque où les chauves-souris étaient complètement inconnues. On ne savait rien sur la biologie des chauves-souris, on connaissait mais rien. C'est parce que les chauves-souris ont figuré sur des listes de protection de la nature en Europe, en France, en tout cas je parle de la France, que on a été obligé d'étudier les chauves-souris pour répondre à un objectif réglementaire et que le niveau de connaissance des chauves-souris a complètement explosé. Et d'ailleurs, allant de pair avec le nombre de chiroptérologues, c'est-à-dire de spécialistes de chauves-souris qui, à l'époque, se comptaient peut-être sur les doigts d'une main et aujourd'hui sont très nombreux. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très important. Les standards, aujourd'hui, ce qui nous fait évoluer, ce qui fait connaître la biodiversité dans le monde, très clairement, ce sont les standards financiers, les standards des banques qui est vraiment... je trouve que vous devriez encore plus mettre en valeur le rôle important que vous jouez parce que nous, on a parfaitement vu que dans des pays où la réglementation est quasi inexistante, c'est par les financeurs qui exigent une certaine exemplarité, certaines études, que l'on arrive aujourd'hui à travailler et à connaître les standards. Donc, dans les standards, on pourrait peut-être recommander, au-delà de faire des listes d'espèces et de faire des inventaires, de récolter du matériel génétique, d'avoir, on va dire, des choses un peu plus concrètes qui pourront être étudiées à l'avenir. Une liste d'espèces est inutilisable pour un taxonomiste. Par contre, du matériel, une collection, des échantillons génétiques, des photos, etc., oui, c'est utilisable, même si on ne le fait pas tout de suite, même si c'est déconnecté du projet, in fine. Et puis, voilà, quelque chose de très important, c'est peut-être travailler à l'idée d'un fonds dédié à la taxonomie, où on pourrait allier public et privé, pour notamment embaucher de jeunes taxonomistes, qui leur donner un travail et faire en sorte qu'ils accélèrent ce temps d'étagère. Vous imaginez que le spécialiste des coraux qui est en Australie, lui, s'il faut qu'il aille comparer, parce que c'est très long la taxonomie, c'est compliqué, il faut récolter les spécimens, il faut les décrire, il faut les mettre en collection, il faut avoir les échantillons génétiques. Aujourd'hui, il faut lire toute la bibliographie qui existe dans des pays différents, qui est tout à fait dispersée, et ensuite en tirer une conclusion, est-ce qu'on a une espèce nouvelle ou pas, etc. Donc il y a tout un travail assez laborieux, long, chronophage, qui fait qu'avec très peu de spécialistes, on n'arrive pas à avancer. Si l'on avait de jeunes taxonomistes qui fassent ce travail-là et qui ensuite sollicitent les spécialistes pour, je dirais, la partie centrale de l'identification, je pense qu'on pourrait multiplier par je ne sais quel facteur la rapidité et diminuer ce temps d'étagère de manière significative. Voilà.
Merci Frédéric. Alors je résume rapidement. Hein. Donc, il nous a suggéré de modifier peut-être une partie du langage autour du protocole de Nagoya. Peut-être que les discussions à la COP de la Convention sur la diversité biologique pourraient fournir l'occasion de travailler là-dessus, de intégrer dans les bonnes pratiques en termes d'études d'impact d'abord le fait de financer ou d'exiger le financement de l'effort en termes de recherche taxonomique comme partie intégrante en fait du travail d'état initial, donc dans des modalités évidemment à définir, d'exiger aussi la récolte du matériel biologique nécessaire pour que la taxonomie puisse se faire, quitte à ce qu'elle se fasse plus tard, et puis de manière plus générale évidemment contribuer à la montée en capacité des taxonomistes, si possible dans les pays du Sud. Hein, je pense que c'est ce que nous a dit Claude-Henri tout à l'heure. Pete, en ligne, vous voulez rajouter aussi quelques recommandations à ça? Oui, juste quelques petits compléments. Premièrement, je pense que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas inévitable de voir disparaître la formation en taxonomie, les taxonomistes, la création de postes de taxonomistes. Je pense qu'il serait peut-être utile que les utilisateurs de l'expertise taxonomique, tels que Total et Proparco, pour ne mentionner que les deux qui sont représentés sur le plateau aujourd'hui, pourraient exprimer clairement vos besoins et encourager les universités, les institutions de recherche comme le Muséum de Paris, de mieux orienter leur formation et de renforcer leur capacité taxonomique. Vous en avez besoin, vous l'avez exprimé très clairement aujourd'hui, et vous n'êtes pas seul. Quasiment tous les projets dans lesquels l'UMBG est impliqué, nous on arrive normalement à apporter la connaissance pour les végétaux nécessaire, mais il y a toujours des groupes pour lesquels on nous demande est-ce que vous connaissez un taxonomiste spécialisé sur tel ou tel groupe. Peut-être serait-il utile de contacter ou d'essayer de développer une lettre ouverte, une lettre générale, nombreux utilisateurs de ces informations et de transmettre cette lettre aux institutions en France, mais aussi dans d'autres pays. Je pense qu'il est également nécessaire de jumeler ça à un vrai effort, et c'est en partie nous, taxonomistes, qui devons le faire, mais pas tout seul, à encourager nos collègues. Moi, j'essaie d'encourager mes collègues taxonomistes à mettre leurs connaissances et leurs dispositions plus facilement à la disposition des utilisateurs qui sont les opérateurs et les bailleurs de fonds. La plupart de mes collègues ignorent complètement ce que nous faisons. Peut-être ça ne les intéresse pas, peut-être ils ne voient pas l'importance, mais dans le contexte de la dégradation de la biodiversité de notre planète et l'impact des projets, mais aussi le potentiel des projets bien financés et bien conçus et bien suivis d'apporter des connaissances, une formation et un renforcement de la capacité taxonomique dans les pays dits développés, mais également, je dirais même surtout dans les pays en voie de développement. Ça, c'est un peu notre devoir de mobiliser mes collègues. Merci. Alors du coup, l'attente était très claire. Est-ce que du côté de Total Energy ou de Proparco, ça vous semble pertinent de répondre positivement à cette ou de contribuer à cet appel? Je crois qu'en tant qu'utilisateur, on a ce besoin. C'est des très bonnes idées que soulève Pete. Un grand groupe comme le mien, c'est vrai qu'il fait aussi peur. Hein, il faut aussi démystifier les entreprises. Il y a un gros travail de compréhension entre le monde scientifique et le monde industriel. Il y a beaucoup d'idées préconçues derrière des grands messages. D'autant plus que, bien souvent, comme je le disais tout à l'heure, sur le terrain, on se retrouve exactement à partager les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Donc il y a tout ce travail de démystification. Et je rapporterai un petit point, le rôle des États. Le rôle des États dans leur connaissance de leur richesse nationale, il est fondamental. Aujourd'hui, Fabien, tu nous as présenté le projet Combo qui consiste à accompagner des États dans la mise en place de lois concernant notamment la mise en place évidemment de la hiérarchie d'atténuation et le financement des offsets.
Je trouve que le levier législatif, il est fondamental. Et c'est vraiment aussi un message à faire passer, c'est qu'un industriel, en fin de compte, il va suivre la loi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Plus il y aura un caractère prescriptif dans les législations nationales, plus ce sera facile à mettre en place. Donc ce côté-là, c'est aussi un appel au renforcement des capacités des ministères d'environnement pour mieux connaître le monde dans lequel leur pays, leur richesse naturelle, et ça, un appel législatif, une unification des moyens et des différents entreprises et parties prenantes agissant, ça apporterait énormément au niveau de la connaissance. Non, tout à fait. Nous, pour pallier justement à cette absence de législation dans certaines géographies, dans certains pays, c'est pour ça qu'on a mis au point des standards qui sont reconnus par nombreuses institutions financières de développement. Ces standards, on les revoit régulièrement, on les améliore, et ils sont là pour pallier naturellement à cette absence de législation. Mais je pense effectivement que les États ont tous tout intérêt à faire de la taxonomie et une meilleure connaissance, bien sûr, de la faune et de la flore de leur pays. Ce qui faciliterait, j'ai envie de dire, nos projets, les délais d'instruction et les prises en compte de tous les risques. Merci beaucoup. Bon, on est presque au bout du créneau qui nous a été offert. Est-ce qu'il y a parmi les gens avec nous dans la salle des questions ou des remarques, peut-être des recommandations complémentaires? Je vois, oui, peut-être. Alors, c'est pas Gérard Rocamora, Université des Seychelles. C'est pas tellement, je travaille aux Seychelles, mais aussi dans l'océan Indien, plus généralement. C'est pas vraiment des recommandations, mais simplement confirmer certaines des choses que vous avez évoquées, notamment l'importance capitale de la taxonomie pour la conservation. Je vous donne un exemple précis. Il y a 20 ans, j'étais aux Seychelles et un collègue belge me dit « Mais Gérard, tu devrais t'occuper de cette tourterelle à tête rouge séchelloise. » On avait une sous-espèce. Oui, mais écoute, on le fera après parce que c'est juste une sous-espèce. Elle s'est hybridée avec une espèce de tourterelle qui vient de Madagascar à tête grise, qui est dominante. Il en restait encore sur quelques îles. Ben, écoutez, on a attendu un petit peu trop. Et maintenant, il n'y est plus. Elle n'existe plus. Et puis des collègues de BirdLife, je travaillais avant pour BirdLife, me contactent les uns après, me disent « Mais tu sais, finalement, regarde, et puis, par rapport aux mesures que tu nous as envoyées, toutes les collections qu'on observait, il faudrait qu'on en fasse une espèce. Pas une sous-espèce, vraiment, parce que telle et telle différence, etc. » J'ai dit « Oui, les gars, mais je suis désolé, mais il est trop tard. Il reste quelques individus ici et là. On pourra peut-être les récupérer, les mettre dans une île où les autres que ne pourront pas atteindre. Il n'y a qu'un archipel comme ça aux Seychelles, c'est l'archipel d'Alphonse. 470 km de Mahé. Mais de toute façon, là, à l'état actuel, on ne pourra que reconstituer un phénotype. Donc, c'est fini. Donc ça, c'est pour vous montrer l'importance que ça peut avoir. Si elle avait été identifiée comme espèce un petit peu avant, eh bien, on aurait probablement conservé cet animal. Il existerait là et ce serait la fierté des Seychelles, des Seychellois et de nous tous. Ensuite, le relais, souvent non existant. Donc, j'ai fait des travaux également sur les insectes, un de mes étudiants de thèse, avec un collègue spécialiste des insectes au Muséum d'histoire naturelle. J'ai été effrayé de voir la moyenne d'âge au labo d'entomologie de tous ceux qui s'occupaient de taxonomie. Aux Seychelles, donc à l'université, on a eu la visite de monsieur qui a contacté, alors fait une demande de prélèvement d'échantillons de champignons, etc. Ce monsieur fêtait ses 80 ans. Et il y avait, je crois, 2 autres personnes dans tout l'océan Indien qui s'occupaient de champignons. Et alors, il nous a expliqué que ça lui avait pris 10 ans pour faire la taxonomie des champignons de la Réunion, lui et 2 ou 3 autres,
connaissais bien mon vieux professeur Chevassu, l'école d'agro de Montpellier, et que si Dieu lui prêtait vie, il aurait peut-être le temps de faire ça pour les échantillons qu'il était en train de récolter là aux Seychelles, donc une dizaine d'années en plus. Donc il y a aussi la difficulté même si on a à l'heure actuelle des processus de DNA barcoding qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'échantillonnage, il y a quand même un moment dans la taxonomie, ça a été très bien dit par certains d'entre vous, c'est que il y a une espèce, un taxon, il existe à l'état naturel, c'est nous qui mettons un nom dessus, mais c'est nous qui décidons arbitrairement à partir de quand on considère qu'il s'agit. Évidemment, il y a des tas de façons de pouvoir interpréter les choses. On a évidemment entendu des critères, mais il y a quand même une décision à un moment donné de dire bon, mais ça, oui, d'accord, c'est une sous-espèce ou c'est une espèce, etc. Donc il y a toute cette difficulté-là. Néanmoins, les nouvelles techniques vont nous permettre quand même d'aller beaucoup plus vite. Et pour finir avec l'aspect du relais qui est quasiment non existant dans certaines disciplines, il faut remettre la taxonomie à la mode chez les jeunes, peut-être parce qu'elles deviennent avec des outils informatiques ou des choses qui la rendent moins, enlèvent cette image obsolète qu'elle a un peu aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte qu'on va vous demander de co-signer la tribune à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres compléments? Ah oui. Merci, je vais être très rapide. Une question pratico-pratique. Vous avez évoqué les difficultés à réaliser les états initiaux pour les études d'impact, le temps que ça générait, le fait qu'on n'avait pas de protocole qui soit obligatoirement très, très précis sur le sujet, le risque de passer à côté de certaines espèces. J'aimerais savoir si vous pensez que de nouvelles techniques comme l'ADN environnemental, c'est quelque chose qui peut aider, modifier cette phase de l'étude d'impact, et de manière un peu plus générale, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le fond du travail qui est fait par les taxonomistes? Je ne me suis pas présentée, Karine Perche-Dev. Oui, là je peux tout à fait répondre parce que je connais bien le sujet. Pour faire de l'ADN environnemental, pour information, donc l'ADN environnemental, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la recherche dans l'environnement de fragments d'ADN qui sont relargués par les espèces et qui sont des petits morceaux d'ADN plus ou moins dégradés qu'on trouve dans l'environnement et qu'on récolte en pompant de l'eau, en filtrant de l'eau sur un filtre ou en triant du substrat et en le traitant. Donc ces petits fragments d'ADN sont ensuite analysés et permettent de retrouver les espèces qui vivent là, même si on ne les observe pas à l'instant T. Alors, je répondrai oui et non. Alors d'abord, pourquoi non? Parce que pour faire de l'ADN environnemental, c'est-à-dire identifier des petits fragments d'ADN, il faut d'abord avoir fait de la taxonomie, savoir de quoi on parle, quelles espèces il s'agit, et connaître déjà le génome et parfaitement connaître, y compris sur le plan moléculaire, les espèces que l'on recherche. Et ça, on voit très bien, dans une immense partie du monde, c'est extrêmement mal connu. Donc la connaissance taxonomique est faible et, je dirais, la connaissance taxonomique avec information génétique fiable est encore beaucoup plus rare. C'est vraiment un sujet sur lequel je travaille très régulièrement. On se rend compte que dans les bases de données publiques, on a énormément d'erreurs sur les identifications. Je crois que Philippe Boucher parlait dans GenBank de quasiment 40% d'erreurs dans certains groupes. Voilà, donc déjà ce manque de connaissances rend très difficile l'utilisation de l'ADN environnemental. Alors, ça c'est pourquoi j'ai dit non, mais pourquoi j'ai dit oui? Parce que
Si ce travail, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur le fait de récolter les échantillons génétiques à chaque fois qu'on va faire des études d'impact, à chaque fois qu'on le peut, documenter ces bases de données avec des échantillons dûment identifiés par des taxonomistes, vérifiés et avec le statut actuel de ces espèces, est absolument nécessaire. Je m'explique, sur un site où vous allez faire un projet, vous faites un inventaire dans le cadre de l'état initial, vous documentez chacune des espèces récoltées dans le cadre de cet inventaire, donc vous les connaissez génétiquement parfaitement, vous savez à quoi ça correspond, l'espèce est nommée ou n'est pas nommée, mais vous savez à quoi ça correspond, vous avez une photo, vous avez un échantillon et vous avez une trace génétique d'un génome complet, j'entends. Hein. À partir de ça, vous pouvez ensuite faire de l'ADN environnemental pour faire du suivi. Suivi, c'est-à-dire quand vous allez récupérer ces fragments d'ADN, vous allez savoir que c'est telle espèce parce que vous l'avez récolté sur place et parce que vous avez la documentation. Et ensuite, l'ADN environnemental, pour moi, est un outil puissant de suivi, d'évolution des populations dans le temps. À partir du moment où on va mettre en œuvre un projet, on va pouvoir suivre. Mais ce travail initial, il est nécessaire. Et lorsqu'on veut remplacer le travail initial par de l'ADN environnemental, c'est une hérésie absolue. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Ceux qui disent qu'ils peuvent le faire, ce n'est pas vrai. Voilà. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là. Je vais abonder dans ce que tu as dit. Exactement. La technique de l'ADN environnemental, il arrive. C'est vrai qu'il y a des sessions à ce symposium. Il arrive de plus en plus sur étagère. C'est une technique que l'on regarde chez nous et c'est vrai qu'on a fait, dans le cadre de la R&D, des comparatifs entre monitoring classique, on va dire, du bateau marin avec de l'ADN environnemental, avec des résultats très probants en matière de qualité des réponses. Donc c'est vrai que ça va beaucoup changer nos façons de voir les choses dans les années. L'état initial, pour l'instant, oui, on reste sur des façons de faire très, très, très classiques. Merci. Je crois que Pete, en ligne, voulait aussi compléter sur ce sujet. Oui, juste pour ajouter un petit point pour clarifier les limites de l'approche environnementale, du barcoding pour l'identification en amont, pas pour la suivi en aval, mais pour l'identification en amont. On ne peut identifier une espèce présente sur un site que si un échantillon de cette espèce préalablement identifié est déjà dans une bibliothèque de référence. C'est un petit peu comme l'utilisation des empreintes digitales par la police. Si votre empreinte n'est pas affichée, on peut bien mettre votre empreinte sur le site d'un crime, mais on ne peut pas vous identifier. Il faut que ça soit affiché d'abord. Vous devez avoir une bibliothèque complète afin de pouvoir utiliser cette approche. Sans cette bibliothèque, qui d'ailleurs n'existe pas pour les organismes, on a une toute petite partie des végétaux et encore moins des animaux, peut-être beaucoup pour les oiseaux et les primates, mais pas beaucoup d'autres groupes. On n'a pas de bibliothèque de référence, donc on ne peut pas utiliser l'ADN tout seul pour l'identification. Ok, merci. Clara, est-ce que tu voulais compléter là-dessus et à défaut d'autres questions, peut-être qu'on peut s'arrêter là et se mettre au travail sur cette fameuse tribune. Je vais mettre de côté un commentaire que j'avais pour poser une question en fait à mes collègues du panel, particulièrement je pense à Pete. On parle beaucoup des capacités qu'apportent les taxonomistes en amateur. Et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait faire de certains de ces amateurs des professionnels en fait? Est-ce qu'ils peuvent utiliser les validations des acquis ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est quelque chose qui reste à créer. En fait, ça dépend du domaine. Comme Frédéric a indiqué, dans certains domaines, et Philippe Boucher l'aurait dit aussi, le rôle des amateurs est absolument primordial. Et pour certains groupes de poissons en Amazonie, il n'y a qu'un amateur qui est spécialiste et qui est reconnu déjà par ses confrères qui ne sont pas spécialistes du groupe en question, mais qui connaissent bien les poissons. Chez nous, en botanique, c'est moins développé, c'est peut-être parce qu'on est un peu plus nombreux, mais je pense qu'il est important
pour des organismes comme le mien ou comme le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, de prévoir et de formaliser un peu plus une association entre des professionnels et des amateurs, afin de compléter nos compétences, d'élargir et d'agrandir l'effectif disponible pour les études. Et c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé et développé davantage. Merci beaucoup. Et du coup, ça me permet en fait d'ajouter mon dernier commentaire, de faire le lien avec les entreprises qui sont utilisatrices de ce savoir. Et un aspect que nous, on évalue, c'est est-ce que les entreprises collaborent avec des institutions universitaires ou des ONG pour justement faire avancer le savoir scientifique. Et ça, c'est pas forcément fait assez, et ça devrait être un point d'évaluation pour les entreprises pour vraiment comprendre la sophistication de leur approche vis-à-vis de la gestion de la biodiversité ou du savoir en matière de biodiversité. Donc vraiment un appel à ce genre de collaboration, non seulement amateurs, spécialistes, mais public-privé, et voilà. Très bien. Mais sur ces derniers mots, une dernière question. Oui, alors Mathieu Souquet de Biotop également. Moi, je voulais juste souligner, parce que je vous ai écouté attentivement, évidemment, le sujet est passionnant, mais en fait, le caractère vertigineux de ce sujet, parce que c'est vrai que c'est très technique, etc., mais on est en train de parler d'érosion de la biodiversité, il y a des grandes décisions politiques qui sont sur le point d'être prises, et on se rend compte qu'on avance avec un masque sur les yeux, puisque une partie de la connaissance à peine, enfin de la biodiversité est décrite dans des proportions qui font froid dans le dos. Une partie à 21 ans sur une étagère n'est toujours pas décrite. C'est-à-dire, imaginez la quantité d'espèces qui sont sur des étagères, c'est une moyenne, hein, mais depuis des années, qui pourraient nous aider, qui ne sont toujours pas décrites. On parle de celles qu'on va découvrir, mais toutes celles qui ne sont pas encore décrites. Donc c'est absolument vertigineux, cette absence de connaissances, et de surcroît, quand on sait que c'est dans la zone intertropicale que se trouve le plus gros défaut de connaissances, et que c'est là que le plus gros du développement est en train de venir, forcément, pour soutenir pour que ce soit soutenable pour les populations, on se rend bien compte à quel point c'est un enjeu qui est politique majeur, et qui nécessite un engagement qui doit être extrêmement fort et qui vient à des niveaux complètement sommitaux. Donc je ne sais pas à quel point cette tribune aura un écho, mais il me semble qu'elle sera déterminante et qu'il faut qu'elle agglomère un maximum de corporations et d'acteurs. Et l'idée de dire que, au contraire, les entreprises ou le secteur privé va venir alimenter. Et c'est pas une question de projet là, c'est une question de venir aider la science et de venir aider à nous ouvrir les yeux sur la situation et à prendre les bonnes décisions. Très bien, ben, merci beaucoup. On a un petit peu dépassé, mais on est ravis d'avoir quand même pu échanger déjà entre nous puis avec la salle. Sur la page web donc, du congrès, vous avez accès bien sûr au profil des différents intervenants. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir là si vous voulez continuer les échanges. Merci beaucoup. Merci. The beat.